Bonjour Mauricette, en tant que présidente du conseil scientifique de la Fédération Leucémie Espoir, l'association Le 57, qui organise une journée d'information samedi 27 novembre, m'a transmis quelques questions à vous poser. Je vous remercie d'avance d'avoir accepté. La première question concerne la recherche sur les traitements de la leucémie. La recherche sur le traitement de la leucémie a-t-elle progressé ces dernières années? Pourriez-vous nous indiquer ce qu'est le Big One et contribue-t-il à faire évoluer les traitements? Alors, bon, la recherche a mis beaucoup de temps à évoluer en ce qui concerne les leucémies, notamment les leucémies aiguës, parce que comme vous pouvez le savoir, il existe des leucémies aiguës et des leucémies chroniques, avec un très grand nombre une grande variété de leucémies dans les deux domaines. Les leucémies qui ont beaucoup évolué au départ, ce sont les leucémies chroniques et notamment la leucémie myéloïde chronique, qui a permis de découvrir un traitement ciblé du fait de la découverte d'une cible spécifique des cellules leucémiques et donc d'utiliser une molécule qui cible spécifiquement ces cellules anormales et qui n'a pas de destruction en dehors de la cellule anormale, qui est donc la première révolution dans le domaine des leucémies et des leucémies aiguës, des leucémies en général, et qui a montré la voie pour les leucémies aiguës. Alors en ce qui concerne les leucémies aiguës, naturellement, il y a aussi, heureusement, ça a mis du temps. Il y a heureusement des nouveautés avec tout d'abord des nouvelles molécules avec justement des thérapies ciblées où on a découvert donc des cibles et ce qui nous permettent d'avoir des molécules qui ne sont jamais utilisées de façon isolée car on garde la chimiothérapie associée à ce traitement ciblé. Bon, pour vous donner un exemple, il y a un antigène sur la membrane des cellules leucémiques, qui est ce qu'on appelle l'antigène CD33, et on a un anticorps spécifique anti-CD33 qui est utilisé, qui s'appelle le Mylotarg, et qui est utilisé éventuellement en association avec la chimiothérapie. Bon, il y en a bien d'autres dans ce domaine. Et donc, il y a aussi des découvertes très importantes sur le plan des mutations de gènes dans cette maladie, dans les leucémies aiguës. Et une mutation de gène veut dire qu'on peut essayer à ce moment-là d'avoir un inhibiteur spécifique de cette mutation. Et il y a actuellement un certain nombre d'agents qui agissent sur les mutations de gènes et donc qui ciblent la cellule leucémique qui porte cette mutation, comme par exemple ce qu'on appelle les anti-FLT3, qui sont actuellement utilisés en leucémie aiguë. Ensuite, les autres domaines de découverte très importantes couvrent les domaines de l'immunothérapie. L'immunothérapie qui comporte des anticorps, l'utilisation d'anticorps qui vont viser des antigènes portés aussi sur la membrane des cellules leucémiques et donc qui sont extrêmement développés comme l'anti-CD20 dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Et puis en plus, ces anticorps peuvent être couplés, c'est ce qu'on appelle des anticorps bispécifiques, avec les cellules immunitaires, c'est-à-dire ils ont un rôle pour tuer la cellule leucémique, mais ils entraînent également les cellules immunitaires pour augmenter donc la destruction des cellules leucémiques. Et puis enfin, il y a naturellement les CAR T-cells, c'est-à-dire ces lymphocytes extrêmement intelligents que l'on a que l'on prélève actuellement chez le patient qui est en rémission ou qui est éventuellement en maladie évolutive, mais on prélève ces lymphocytes, on le trie sur une machine et puis on envoie donc ces lymphocytes dans un laboratoire et particulièrement notamment aux États-Unis actuellement pour manipuler ces lymphocytes et les rendre extrêmement intelligents pour cibler les mauvaises cellules, les cellules leucémiques. Et donc ces cellules après sont réinjectées aux malades. C'est donc une voie d'extension extrêmement importante dans le domaine du traitement. Et enfin, le domaine des greffes, des allogreffes, qui a aussi connu des découvertes assez impressionnantes sur le plan des greffes à partir des donneurs non HLA identiques,
comme par exemple les greffes haploïdentiques à partir des parents ou à partir des enfants ou à partir des frères et sœurs non HLA identiques, où il y a eu un énorme progrès dans ce domaine. Il y a des progrès également dans la préparation à la greffe et heureusement dans les traitements aussi immunosuppresseurs pour lutter contre la maladie du greffon. Voilà, j'ai résumé, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai essayé de résumer en globalité. Et en ce qui concerne le Big One, c'est un protocole national qui est utilisé dans tous les centres de leucémie aiguë français et qui en fait étudie des stratégies de traitement, les meilleures stratégies de traitement de la leucémie aiguë en faisant donc tous les mêmes traitements dans les centres et ce traitement est basé sur la caractérisation de la maladie leucémique, son pronostic et puis ensuite donc l'évolution, l'évaluation du traitement en mettant éventuellement la poursuite d'une chimiothérapie si on a obtenu d'excellents résultats avec la chimiothérapie et ça en utilisant les outils de la mise en évidence de la maladie résiduelle donc qui permettent de détecter des cellules sur des millions de cellules normales, de détecter une cellule anormale. Et puis, et naturellement, si la chimiothérapie n'est pas suffisante, on entre dans l'indication de l'allogreffe. Une question un peu plus générale, pourriez-vous nous indiquer combien de types de leucémie il existe et comment on guérit d'une leucémie ? Alors il existe, comme je vous l'ai dit au tout départ, une multitude de leucémies aiguës et de leucémies chroniques. Les leucémies chroniques, il y a la leucémie myéloïde chronique, il y a la leucémie lymphoïde chronique, avec là aussi des formes, des caractéristiques très différentes en ce qui concerne le pronostic de ces maladies. Donc c'est important de savoir qu'il y a, sur le terme de la maladie, il y a plusieurs maladies en ce qui concerne leur définition et leur pronostic. Et en ce qui concerne les leucémies aiguës, c'est encore plus complexe parce que là, il y a énormément de formes de leucémie aiguë en fonction des antigènes qui portent sur leur membrane, en fonction de, à l'intérieur des cellules, des anomalies au niveau des chromosomes, des anomalies au niveau des enzymes, des anomalies au niveau du métabolisme et enfin des anomalies au niveau des gènes. Et on fait donc actuellement des études génomiques qui nous permettent d'avoir des différents types de leucémie et d'adapter la stratégie thérapeutique aussi bien en leucémie aiguë myéloblastique qu'en leucémie aiguë lymphoblastique. Alors maintenant on va s'intéresser un peu plus à l'hospitalisation. J'ai oublié, Barbara, de vous parler de la guérison, comment on guérit. Alors c'est vrai qu'il y a certaines formes comme je vous l'ai dit, en leucémie chronique, comme la leucémie myéloïde chronique, je pense que les thérapies ciblées sont susceptibles de guérir un certain nombre de patients. En leucémie lymphoïde chronique, c'est un peu différent, mais il y a aussi des marqueurs qui nous permettent de dire que les stratégies thérapeutiques sont en train d'avancer de façon assez impressionnante dans le contexte des thérapies ciblées. Et puis enfin, en leucémie aiguë, il y a certaines formes de leucémie aiguë qui sont extrêmement sensibles à la chimiothérapie, qui ont un très bon pronostic, où on peut utiliser, comme par exemple la vitamine A acide dans les leucémies aiguës promyélocitaires, et on arrive à guérir les patients avec de la chimiothérapie, à condition d'avoir bien caractérisé la maladie. Et puis il y a aussi la possibilité de guérir avec l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques grâce donc à l'effet allogénique des cellules du donneur, mais en sachant que à côté, il y a certaines leucémies aiguës en dehors de la promyélocitaire qui peuvent aussi guérir par chimiothérapie. Si on s'intéresse maintenant à la période d'hospitalisation, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les accompagnements qui sont proposés aux patients durant l'hospitalisation et ceux qui vous semblent le plus pertinents selon vous et les effets que vous voyez sur les patients? Alors c'est vrai qu'il y a de gros efforts qui sont faits à ce niveau-là, mais oui, qu'il faut encore prolonger et augmenter, parce que la chambre stérile représente un univers assez impressionnant à vivre pendant 30-45 jours, voire plus, en fonction de, malheureusement, s'il existe des complications infectieuses ou d'autres complications. Donc c'est un temps où le patient est extrêmement isolé. Heureusement, il y a maintenant des outils, comme vous le savez, des outils informatiques qui permettent d'avoir une possibilité de voir sa famille, de vivre éventuellement un peu avec sa famille. Il y a même un robot qui permet d'entrer dans son appartement, éventuellement de faire comme si on était à la table
pour manger avec ses enfants. Donc ça existe et ça, c'est très important. Et puis, il y a effectivement, après, l'accompagnement. Et là, on a des progrès à faire, mais il y a déjà pas mal d'initiatives en ce qui concerne l'art-thérapie, la musicothérapie. Et puis, moi, je crois beaucoup à l'éducation physique adaptée, c'est-à-dire que ces malades, ils sont fatigués, mais lorsque on les confie à des éducateurs d'éducation physique adaptée qui sont parfaitement formés dans ce domaine et qui étudient le niveau de conditions physiques et de déconditionnement de ces patients et qui adaptent le programme à éventuellement la prise en charge, il y a des résultats complètement spectaculaires. Il y a aussi le yoga. On avait, nous, institué des séances de yoga en chambre stérile qui apaisent merveilleusement le patient et qui l'aident beaucoup. L'hypnose également, les massages, lorsque le personnel soignant est formé pour des massages relaxants, la relaxation, tout ça est extrêmement important et pour aménager et améliorer cette qualité d'accepter son traitement et de le vivre au mieux. Alors maintenant, la question concerne la radiothérapie autour de la greffe de moelle osseuse. Donc avant la greffe de moelle osseuse, est-ce que la radiothérapie est désormais moins intrusive et peut-on cibler davantage certaines zones afin de limiter les séquelles qui en découleront ? Alors je pense que la radiothérapie, l'irradiation corporelle totale, parce que c'est ça dont on parle en pré-greffe, ce n'est pas une irradiation focalisée. Donc on ne peut pas focaliser sur certains endroits du fait qu'on doit atteindre toute la moelle osseuse du receveur. Et donc cette moelle osseuse, elle existe, oui, comme vous le savez, je pense, elle est concentrée sur certaines zones comme le sternum, comme le bassin, mais il y en a également dans les vertèbres, il y en a dans les côtes, il y en a dans les os longs, de façon beaucoup plus parsemée, mais la moelle osseuse existe partout. Donc il faut le principe de l'irradiation corporelle totale. Alors on a fait énormément de progrès avec les outils de radiothérapie, notamment des accélérateurs maintenant qu'on utilise et qui ne sont plus du tout les appareils qu'on utilisait antérieurement de radiothérapie qui étaient relativement massives. Donc il y a une dosimétrie qui est vraiment utilisée et qui a bien limité des problèmes de toxicité. Donc je pense que on ne peut pas imaginer des focalisations, comme je vous l'ai dit, mais par contre, comme la technique et les outils performants permettent de vraiment minimiser. En plus, on fait du fractionné tout le temps maintenant. On ne fait plus tellement d'irradiation corporelle que l'on faisait avant en dose unique. Donc les choses se sont vraiment améliorées. Et il y a maintenant aussi des techniques qui sont utilisées aux États-Unis, mais qui ne sont pas encore développées, qui sont à l'étude, qui sont des isotopes qui portent des doses radioactives et que l'on injecte pour qu'ils aillent se fixer au niveau des os, qui est donc l'équivalent de la radiothérapie. Bon, la chose que je rajoute aussi, c'est que l'irradiation corporelle totale, on ne la garde que dans certaines indications. Et comme vous le savez aussi probablement, il y a donc beaucoup d'agents chimiothérapiques, enfin il y a des agents chimiothérapiques qui sont dits radiomimétiques, comme le busulfan, comme le tréosulfan qui est utilisé actuellement, et qui donc ont exactement la même fonction que la radiothérapie en termes d'éliminer la moelle pour permettre à une nouvelle moelle de se localiser. Donc de plus en plus on utilise que de la chimiothérapie intensive en pré-greffe et l'irradiation ne la garde éventuellement que pour des indications très précises, comme par exemple la leucémie aiguë lymphoblastique, où elle a fait ses preuves dans ce domaine sur le plan de la guérison potentielle. Alors maintenant, on sait que durant la maladie, les corticoïdes sont beaucoup utilisés. Pourriez-vous nous indiquer si la recherche travaille sur d'autres médicaments qui seraient semblables aux corticoïdes pour en limiter les effets secondaires, qui sont souvent très lourds ? Alors ça non, on n'a pas l'équivalent de la corticothérapie. La corticothérapie, enfin la cortisone est un excellent médicament, mais
comme vous le dites si bien, il y a effectivement des problèmes de toxicité à moyen et long terme. On les connaît bien, on essaye de les limiter bien évidemment, mais c'est un agent qui est à la fois antitumoral, parce que dans certaines leucémies aiguës, cet agent a des capacités de lyse, comme dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. On a ce qu'on appelle la corticosensibilité, on fait une préphase cortisonique, donc ça a une action contre les cellules leucémiques, ça a une action anti-inflammatoire, ça a une action anti-infectieuse, enfin non, pas anti-infectieuse, mais anti-inflammatoire, et donc ça a une action qui est multiple, et qui est aussi tout à fait importante parce qu'elle potentialise des chimiothérapies dans les domaines des leucémies. Donc je pense qu'on ne peut pas se passer de la cortisone. Quand on peut s'en passer, il n'y a que certaines leucémies qui demandent d'associer de la cortisone dans les schémas chimiothérapiques, hein, pas toutes les leucémies, et naturellement on se passe de la cortisone quand on peut s'en passer. Mais quand on en a besoin, il faut savoir l'utiliser. Et ce qui est très très important, c'est de minimiser ses effets secondaires, c'est essayer de l'utiliser quand il le faut, moduler les doses en fonction des complications qui peuvent arriver, comme le diabète, comme vous savez, après il y a l'ostéoporose éventuellement. Tout ça est très très bien connu sur les effets secondaires. Et donc ça, c'est notre rôle aussi. Si on a véritablement besoin de la cortisone pour potentialiser, il faut parfaitement la gérer. Professeur Michalet, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. À très bientôt. Au revoir et à bientôt aussi.